Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Philippe Vandel. Jusqu'à 11h, vous recevez un académicien ce matin. Bonjour Marc Lambron. Bonjour. Vous êtes académicien donc de l'Académie française, non pas que vous bossez dans une académie. Vous êtes normalien, Pas la Star agrégé, Academy, non, pas énarque, pas encore, tout est dans le pas encore. Romancier, prix Femina avec l'œil du silence, c'était en 93. Haut fonctionnaire également, vous siégez toujours au Conseil d'État? Non, j'ai pris ma retraite l'année dernière à 65 ans. Mais j'aurais pu rester jusqu'à 68, selon les statuts. Ouais. Mais ça allait. C'est-à-dire que je suis schizophrène ou dans une sorte d'économie mixte intime, puisque d'un côté, en effet, j'étais fonctionnaire au Conseil d'État, mais de l'autre, j'écris depuis assez longtemps, ou j'essaie d'écrire. Si vous dites à quelqu'un qui exerce un métier de vocation, dirons-nous, si vous dites à un acteur, un réalisateur, un peintre, un écrivain, qui doit s'arrêter à 62 ou à 64 ans, il va le prendre comme une destitution. Ou même un homme politique. Jean-Luc Mélenchon, ou même qui milite contre la réforme des retraites, a lui-même 70 ans. Absolument. Et on ne parle pas de l'âge de M. Santini ou de l'âge auquel le maire de Marseille est parti. Bon. Donc, voilà, du côté de ce qui me tient dans la vie, c'est-à-dire le fait d'écrire, là, j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Votre actualité, justement, vous parlez du temps, on y est, c'est un récit, ça s'appelle Le Monde d'avant, c'est publié chez Grasset. Je dis ce récit parce que c'est pas un roman. Non. Vous racontez des souvenirs. Le Monde d'avant, c'est celui de vos grands-parents maternels, c'est le portrait d'un siècle que vous avez en partie connu. Vous êtes né en 55 57. 57. Vous écrivez « Je paye ma dette. Le petit garçon qui regardait est devenu l'homme qui se souvient. J'ai désormais atteint l'âge de mon grand-père lorsque je le côtoyais dans mon enfance. » Alors, quand on voit votre parcours scolaire, Marc Lambron, Normal Sup, Sciences Po, l'ENA, quand on connaît votre talent littéraire, votre érudition, on pourrait penser, je pensais, que vous étiez né dans les hautes sphères culturelles de ce pays, les sachants comme on dit, ou les CSP+, comme disent les gens du marketing, les catégories socio-professionnelles privilégiées. Pas du tout. Qui étaient vos grands-parents ? D'abord, vous savez, les concours, on les passe tout seul avec une feuille de papier et un stylo. Alors, mes grands-parents maternels, mon grand-père, et ce livre est un hommage à ses grands-parents, s'appelait Pierre Denis. Il naît en 1902. C'est le fils d'un sabotier nivernais dans une petite ville mi-rurale, mi-industrielle qui s'appelle Imphy. Qui a la particularité, c'est à une douzaine de kilomètres de Nevers, d'être depuis le XVIIIe siècle une ville de forge, puis d'une usine de la sidérurgie française, une grosse usine en bord de Loire. Par exemple, c'est là qu'un des pieds de la Tour Eiffel sera forgé. Donc, mais votre grand-père, c'est pas le grand patron de l'usine. C'est pas vraiment le grand patron de l'usine. Il est orphelin de mère assez tôt. Il est alphabétisé, mais il garde des moutons. À 16 ans, il devient compagnon du Tour de France et il apprend le métier de tailleur de pierre et de maçon. Il y a une histoire qui fait ma joie, je vous interromps, parce qu'il est trop jeune, il échappe de par sa naissance à la guerre de 14-18, mais en 1920, on l'envoie en Algérie, c'est l'Algérie coloniale. Comme il avait été tailleur de pierre, on lui attribue une drôle d'affectation. C'est-à-dire que le sergent qui note sa qualification, note tailleur, mais il oublie de pierre. Ce qui fait qu'il va passer son service militaire à recoudre des boutons, si vous voulez. Voilà, sur une équivoque. Et quand il en revient, il s'installe au pays et il est engagé, donc il doit avoir 22 ans, comme ouvrier maçon aux aciéries d'Imphy. Et c'est là qu'il va faire toute sa carrière en vivant aussi près de l'usine, dans une cité ouvrière. Avant que vous nous racontiez les conditions de vie de l'époque, et puis époque que vous avez croisée quand vous étiez petit garçon dans les années 60, vous dites cette phrase absolument magnifique, vous dites « ces pauvres m'ont fait riche ». Oui, parce que je me sens en dette vis-à-vis de ses grands-parents, vis-à-vis de ce monde, vis-à-vis de sa poésie, car c'était un monde rigoureux sans doute, mais où il y avait des beautés, je pourrais vous dire lesquelles. Et puis, dans mon souvenir, il y a une droiture de ces personnages. Et il y a aussi, c'est une époque, enfin, je n'ai pas le souvenir d'une acrimonie. Aujourd'hui, on est quand même dans une société extrêmement aigre, oui, à bien des égards, et clivée. Alors, ils ne cédaient pas sur la défense de leurs droits, comme on dit aujourd'hui. Il occupe l'usine en 36, il est très bien.
Mais en même temps, il y a une sorte de culture du bonheur qui est quelque chose qui me reste, le bonheur malgré tout. De l'honneur, du bonheur, de la générosité, de l'humanité, de la beauté. C'est dans les quelques pages de Marc Lambron. Je dis ça parce que son précédent pavé, il fallait se le farcir. Ça faisait bien 2 kilos sur la balance. Ça s'appelle Le Monde d'avant. Culture Média continue sur Europe 1. Et ce matin dans Culture Média, on vous propose un bond dans le passé avec le nouveau livre de Marc Lambron, Le Monde d'avant. Marc Lambron, vous parlez de votre mère évidemment. Jacqueline, qui est-elle? Je vais employer un anachronisme. Elle a échappé à sa condition. Bon, elle naît en 1931. Est-ce qu'elle échappe à sa condition? Oui, il y a, je crois, cette idée chez ses parents que l'école est un vecteur d'ascension sociale, et notamment ce que ça vous fait passer des métiers manuels aux métiers intellectuels. Alors, son père, qui était alphabétisé, c'est important, surveillait ses résultats. Elle était toujours première à l'école primaire. Un mois, elle est deuxième. Il lui dit, si tu continues comme ça, tu iras garder les oies. Bon. Et il y a les bourses à l'époque. Donc, elle est repérée par une institutrice qui la pousse, comme on dit, il faut pousser les enfants, ça c'était un mot important, et les filles aussi bien. Et elle va avoir le bac, donc elle va à Nevers, dans un internat, dans un collège, et elle est bachelière en 1949. Dans cette ville de 3000 habitants, il y a 3 bacheliers cette année-là qui sont des filles. Et après un petit stage à l'école normale du lieu, on l'envoie comme institutrice remplaçante dans des bourgades et des hameaux du Morvan. Et là, c'est encore le 19e siècle, car elle a des élèves qui sont des fils de bûcherons ou de paysans, dont la première langue, le premier parler est le patois. Et qui est un patois qui remonte... il y a des exemples savoureux de patois et de parler dans le livre. Au 16e siècle. Ouais. Et elle se trouve, par exemple, avec un petit élève qui lui dit « Yar sere Arle ». Ça veut dire « Hier, je suis allé à Arleuf ». Elle dessine des œufs sur le tableau, et un élève lève le doigt et lui dit « Sont des kakis pour faire des houjons ». Ça veut dire ce sont des cocos, ce sont des œufs pour faire des oisons. C'est un récit. Et donc, oui. Pardonnez-moi, c'est un récit qu'elle vous a fait, ou vous-même, quand vous alliez voir vos grands-parents, on parlait comme ça alentour? Non. Alors, quand je vais voir mes grands-parents... Quel souvenir vous avez vous-même de petit garçon? Dans les années 60. Alors, d'abord, j'ai le souvenir on est en Bourgogne, du R roulé, qui est quelque chose qui a à peu près disparu aujourd'hui en France. Non, il parlait un français syntaxiquement correct, mais avec un vocabulaire tout à fait pittoresque, truculent. Des gens pittoresques, truculents. Vous écrivez ceci: la vie locale avait engendré ces figures baroques, fortement silhouettées, parfois dérangées, et dans certains cas blâmables. Racontez le curé. Le curé que j'ai encore connu, je crois qu'il est mort au début des années 90, le père Parent, qui était donc le vicaire d'Imphy. Ce que j'en ai su d'abord, c'est qu'il vivait, il concubinait avec la cheftaine des Jeannettes. Très bien. Mais il avait un passé absolument glorieux. Il avait été un grand résistant à Lyon pendant la guerre, faisant transiter des dizaines de Juifs vers la Suisse, au point que, dans les années 70, il a été déclaré juste parmi les nations au mémorial de Yad Vashem. Et dans cette petite ville, il y avait ce curé héroïque, discret et concubin. Il y a la vieille dame aussi. Alors la vieille dame, oui, ça se voit que vous vous intéressez aux choses les plus égrillardes. La vieille dame qui nous... vous aussi, parce que vous consacrez 4 pages. Oui, alors qu'il n'y a que 2 pages pour François Mitterrand. Oui, elle ne portait jamais alors la réputation est qu'elle ne portait jamais de culotte, qu'elle avait eu comme amant un jeune sourd-muet, qu'elle accueillait le facteur en fin de tournée qui, fatigué du poignet, brûlait le courrier surnuméraire dans son poêle. Elle tenait son lit toujours ouvert, disait-on, mais elle a fini âgée avec pour compagnon dans son lit 2 loirs, comme si elle avait eu des chats. Voilà, donc on est un peu c'est un peu un film de Dino Risi, c'est un peu, il y a quelque chose de pagnolesque même si on est dans le Morvan. Et oui, alors il y a le simple d'esprit, le Bécassin qui est le fils de la Bécassine, qui disait c'est curieux, je bois du vin et je pisse de l'eau. Il y a la Vava qui était un monument municipal, 23 enfants, avec son époux le Charlot, et qui ne faisait rien parce qu'il avait mal au dos, disait-il, mais pas au point de freiner ses rythmes reproducteurs. Il y a de la gastronomie aussi. Écoutez, j'ai relu 2 fois la phrase parce que je n'y croyais pas. Si l'huile de table manque, on fait dorer les frites dans la poêle sur un coulis d'huile de machine prélevée à l'usine. Ouais, c'est-à-dire que l'huile industrielle
pouvait servir comme huile de cuisine. Ça, on vous l'a raconté, vous ne l'avez pas goûté. Non, je ne l'ai pas goûté. Ça m'a été... Non, c'est un livre qui est quand même très construit à partir... C'est un livre pour partie de la mémoire secondaire, c'est-à-dire que j'ai interrogé la mémoire de ma mère, de sa sœur et d'une de leurs cousines, qui sont aujourd'hui octogénaires et nonagénaires pour ma mère. Donc, il y a cette strate de mémoire. Et puis, vient s'y greffer ma mémoire à partir des années 60, quand je lis Séjourne l'été. Et pour moi, c'était au fond un lieu de vacances. Donc, j'en ai un souvenir assez, en même temps, lumineux. Et je ne crois pas que dans l'enfance, on ait une conscience très claire non plus des classes sociales ou des différences. Donc moi, j'étais émerveillé, par exemple, par une chose qui était le jardin de mon grand-père. Marc Lambron avec nous dans Culture Média. L'émission continue évidemment sur Europe 1. Oui, avec les